Donc, la nature des produits. Donc, dans une pilule œstroprogestative, vous avez quasi constamment, mis à part un cas où l'éthénylestradiol est remplacé par la 17-bêta-œstradiol, en général, c'est de l'éthénylestradiol. C'est un œstrogène de synthèse qui a une longue durée de vie et puis qui a un métabolisme hépatique, ça on le verra. Deuxièmement, vous avez un progestatif. Alors, le dosage est déterminé par l'éthénylestradiol. On parle de pilules normodosées quand elles renferment 50 gamma d'éthénylestradiol. On parle d'une pilule mini-dosée quand elle contient 30, 20, voire 15 gamma d'éthénylestradiol. Très bien. Ça, je ne l'ai pas marqué sur la plaque, mais il y avait des pilules. Donc, les pilules qui ont précédé les normodosées contenaient 150 à 100 gamma. Donc, vous allez voir qu'il y a une désescalade dans la teneur en éthénylestradiol des pilules. Vous allez voir pourquoi. Maintenant, dans la séquence œstroprogestative, vous avez deux types de pilules. Vous avez les pilules séquentielles. Donc, les premières pilules et 7 premiers comprimés sont faits à base d'éthénylestradiol seul. Ensuite, le reste des 14 autres comprimés, c'est une association éthénylestradiol et progestatif de synthèse. Très bien. C'est-à-dire que le principe, il y a le sacro principe de ne jamais donner des œstrogènes à une femme seule. Pourquoi? Parce que vous avez l'œstrogène qui a une vertu proliférative sur l'endomètre et sur le sein. Il est naturellement contrecarré par la progestérone, voire les progestatifs, qui contrecarrent cette action proliférative. Il doit toujours y avoir un équilibre entre oestrogène et progestérone. Et dans le cas échéant, entre éthénylestradiol et progestatif, puisque c'est des progestatifs et des œstrogènes de synthèse, je vous rappelle. Ce type de pilule, il a été abandonné depuis longtemps parce qu'il a été incriminé dans la genèse du cancer de l'endomètre. Ensuite, venu le temps des pilules combinées. C'est ce qui se trouve actuellement sur le marché. Alors, la pilule combinée, vous avez plusieurs types de combinaisons. Soit vous avez la même composition pendant tout le cycle, donc pendant les 21 comprimés contient la même composition en éthénylestradiol, ce qu'on appelle une pilule mini-dosée, en général c'est des mini-dosées combinées monophasiques. Soit vous avez des pilules mini-dosées combinées biphasiques, ça veut dire qu'il y a deux combinaisons, deux formules différentes, ou trois, triphasiques. D'accord? Est-ce que c'est clair? Vas-y. Là, pour les progestatifs, vous allez voir qu'il y a eu une évolution très importante. Alors, les premiers progestatifs, ce qu'on appelle les progestatifs de première génération, vous avez le chef de file, le noréphétestostérone, le linestrénol et le norgestrienone. C'est des progestatifs de première génération qui dérivent des androgènes et qui avaient comme particularité d'avoir des effets androgéniques importants, donc avec leurs conséquences cliniques sur la peau, mais aussi ils avaient des conséquences sur le métabolisme. Ils étaient si vous voulez, diabétogènes, entraînaient des hypertensions, etc. Ils ont été abandonnés au fur et à mesure au profit des deuxième génération. C'est les lévonorgestrel et le norgestrel. Et puis est venu le temps de troisième génération, avec le chef de file, le désogestrel, gestodène et le norgestimate. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, chemin faisant, nous avons eu des progestatifs qui avaient une très forte, de plus en plus forte, une action de plus en plus forte en termes de blocage de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ça veut dire une action antigonadotrope de plus en plus puissante. Ce qui fait que l'avantage, c'est que dans les dernières pilules, on a un dosage de moins en moins important en progestatif. Ça, c'est très important. Deuxièmement, les premiers étaient androgènes, avaient une action androgène-like qui se retrouve pratiquement plus avec les contraceptifs, les contraceptifs contenant les progestatifs de troisième génération. Alors, donc la classification des pilules en fonction du progestatif. C'est de là que découlent les pilules de deuxième génération, pilules de troisième génération, et la quatrième génération, je m'explique. Donc, dans toutes ces pilules, vous avez de l'éthénylestradiol. Quand vous avez un progestatif de deuxième génération avec le chef de file lévonorgestrel, on appelle ça une pilule de deuxième génération. Quand vous avez une pilule avec un progestatif de troisième génération, vous avez donc le désogestrel, gestodène, norgestimate, on parle de pilule de troisième génération. Et puis vous avez une pilule à part, c'est le progestatif, donc la drospirénone, qui est plutôt un antiminéralocorticoïde. C'est ce qu'on appelle la quatrième génération. On voit sur ce tableau donc les dérivés de la 17-hydroxyprogestérone.
vous avez une pilule un petit peu particulière, c'est ce qu'on appelle l'acétate de cyprotérone, qui, quand elle est combinée à 35 microgrammes de thinylostradiol, constitue ce qu'on appelle la diène 35. Alors, la particularité de cette pilule, c'est une action anti-androgénique très puissante. Alors, surtout pour l'acétate de cyprotérone, qu'on trouve aussi sous le nom commercial d'Androcure. Alors, il faut savoir, petite remarque, que la diène 35 que vous utilisez n'avait pas eu l'AMM, si vous voulez, en premier pour la pilule. C'était pour son action anti-acnéique, il faut bien le comprendre. Du coup, comme l'acétate de cyprotérone entraîne une hypoestrogénie importante, une atrophie importante, on était obligé, si vous voulez, pour que ce soit très commode, de rajouter de l'éthényl-estradiol pour équilibrer, pour que la patiente ait ses règles régulièrement. Du coup, si vous voulez, son indication a été un petit peu dévoyée et ça a été utilisé donc, dans le but de la contraception, alors que l'AMM n'avait pas été délivrée, qu'on s'entende bien. L'autre classe qui est un peu particulière, qui détermine, si vous voulez, donc les pilules de 4e génération, c'est les dérivés de la 17-alpha-spironolactone. C'est un antiminéralocorticoïde. C'est la drospirénone, la fameuse jasmine. C'est des pilules qui ont été stigmatisées dans la polémique, dont on va dire un mot. Alors, pour les autres classes, donc vous avez, comme figure donc sur la plaque précédente, vous avez les dérivés des androgènes, 19 norstéroïdes. Vous avez la première génération, le northistérone, le linestrénol. Deuxième génération, le lévonorgestrel et norgestrel. Et puis la troisième génération, désogestrel, gestodène, norgestimate. Alors toutes les pilules qui renferment la drospirinone, désormais, sont classées comme étant pilules de 4e génération. Très bien. Alors pour la particularité de ces progestatifs, vous allez avoir une action de moins en moins androgénique, mais une action antigonadotrope de plus en plus puissante. Ce qui fait que, on passe. Ce qui fait qu'on a assisté, c'est très important, à une désescalade de la teneur en éthényl-estradiol des pilules. On avait commencé les premiers avec les 150 gamma mestranol. Ensuite, dans les années 60, on a mis au point l'éthényl-estradiol avec des pilules. On est passé donc, de 100 gamma à 50 gamma, 30, 20, 15. Mais ceci a été possible. Et d'ailleurs, ce qui a inspiré cette stratégie de diminuer l'éthényl-estradiol, c'était les effets secondaires et les accidents qui étaient dépendants directement de l'éthényl-estradiol. C'est l'éthényl-estradiol qui est à l'origine de la quasi-majorité des effets secondaires. Qu'on s'entende bien, c'est l'éthényl-estradiol. Du coup, le besoin de diminuer l'éthényl-estradiol dans sa composition des pilules se faisait sentir. Ça a été possible par la mise au point de progestatifs qui allaient compenser cette diminution du taux d'éthényl-estradiol. Donc, si bien que les progestatifs deuxième génération ont permis de diminuer, mais il y a la quintessence de cette stratégie a été donc atteinte avec la mise en place des pilules de troisième génération. Celle-là, vous allez voir avec le gestodène, on est passé de 10 mg dans les premiers comprimés de progestatifs première génération à 0,06 mg, puisqu'avec une dose aussi infime, on pouvait bloquer, bien sûr, en association avec l'éthényl-estradiol, l'axe hypothalamo-hypophysaire très efficacement. Donc on a la même efficacité en donnant beaucoup moins d'éthényl-estradiol et de progestatifs. Ce qui fait que ces pilules de troisième génération sont et doivent être conçues comme plutôt un progrès de la biochimie, donc des stéroïdes. Et qu'on ne se précipite pas pour jeter le dévolu et l'opprobre sur des pilules, sur ces pilules de troisième génération. Donc, je viens un petit peu corroborer et étayer ce que je viens de dire. Les bénéfices de la troisième génération, c'est un progestatif de meilleure qualité qui a permis d'abord de diminuer la dose de l'éthényl-estradiol. Donc on a moins d'effets œstrogéno-dépendants. Alors je ne parle pas des effets secondaires, si vous voulez, d'inconfort. Céphalée, nausées, jambes, lourdes, tension mammaire. Mais plutôt, il y a aussi tout le versant d'effets secondaires à long terme qui entraînent des troubles vasculaires, des troubles du métabolisme glucidique et lipidique qui peuvent être très délétères pour la santé de la femme. D'abord, ça nous a permis d'avoir une diminution très importante de la teneur en éthényl-estradiol en conservant la même efficacité. Deuxièmement,
pallier à tous les effets secondaires des progestatifs de première et deuxième génération, surtout les premières générations, qui avaient une action, androgénique très importante. Et vous savez bien, vous qui avez utilisé les progestatifs tels que le linestrénol, vous avez remarqué qu'il y avait des problèmes d'acné, de séborrhée, de prise de poids, qui étaient le versant ou l'expression de l'action androgénique de ces pilules. Et puis, il y avait un meilleur profil lipidique. Le bon cholestérol augmente avec les pilules de la troisième génération. Donc, les facteurs de risque vont dépendre les facteurs de risque de cette prescription de pilules. D'abord, on va tenir compte de la dose administrée. Si vous administrez 50 gamma, 100 gamma de tinélostradiol, c'est sûr que vous aurez beaucoup d'effets secondaires si vous prescrivez 15 ou 20 gamma. Le non-respect des contre-indications. Vous devez absolument, scrupuleusement, respecter les contre-indications. Je dirais encore plus, la consultation qui a pour but de prescrire une pilule est d'abord une consultation de dépistage. Vous devez vous atteler depuis l'interrogatoire jusqu'à l'examen gynécologique et mammaire jusqu'aux prescriptions des bilans biologiques à justement dépister les contre-indications de cette prescription. Très important. Troisièmement, le facteur de risque est aussi subordonné à l'existence de pathologies méconnues et qui risquent de s'exprimer à l'occasion de cette prescription. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y a des pathologies dormantes chez une patiente visiblement, a priori, en bonne santé, mais qui, avec la prescription de ces pilules, va entraîner donc l'expression. Et donc, l'expression la plus spectaculaire, ce sont les accidents. C'est ce qui est arrivé un petit peu avec les accidents qui ont été médiatisés, donc d'accidents vasculaires chez des patientes. Et c'est ça où le bas blesse, on va dire. C'est des patientes en bonne santé qui n'ont pas ou qui ne se savent pas porteuses d'une pathologie, mais qui demandent juste une pilule pour ne pas être enceinte. C'est ça le problème et c'est ça qui pose le souci avec le plus d'acuité. Ce ne sont pas des patientes qui sont malades. Elles ne viennent pas consulter parce qu'elles ont un problème, mais parce que c'est des patientes en bonne santé, qui sont jeunes et qui désirent juste une suspension de leur fertilité. Donc, si vous voulez, l'avènement de ces accidents est d'autant plus inacceptable. D'accord? Très bien. Quatrième facteur de risque, ce sont les associations défavorables. Bon, vous avez certaines associations donc, médicamenteuses, telles que le triacétyloliendomycine. Quand vous le prescrivez, il a comme effet un effet donc, inducteur enzymatique. Donc, il va, si vous voulez, abréger la durée de vie de la pilule et faire de sorte que cette pilule ne soit pas efficace. Donc, quand une patiente prend un médicament qui a un effet donc, inducteur enzymatique, il faut s'attendre à ce que la pilule ne soit pas efficace. Donc, s'il y a, si vous voulez, une grossesse indésirable, c'est du fait que nous n'avons pas attaché l'attention nécessaire, nous n'avons pas été assez explicites pour dénicher justement ces associations incompatibles. Deuxièmement, vous avez le tabac. Alors, le tabac, plus l'âge de plus 35, on va dire 40 ans, plus la pilule, la prise de pilule, c'est vraiment un mélange détonnant. C'est vraiment ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut vraiment parler un langage clair à la patiente, voir si elle est tabagique. Si en plus du tabac, elle a la 35, plus 35, voire 40 ans, plus des antécédents familiaux, ça constitue une contre-indication à la pilule. Très important. Et puis l'alcool, c'est un facteur de surmenage hépatocytaire. Quatrièmement, les facteurs de risque, c'est le mauvais équilibre des composants de la pilule. Il faut surtout, dans la composition de la pilule, que le climat hormonal soit bien équilibré, qu'il n'y ait pas d'hyperœstrogénie relative, parce que c'est l'hyperœstrogénie relative qui va faire que certains tissus qui sont hormonodépendants vont connaître une prolifération sous l'impulsion des œstrogènes. C'est pour ça qu'on a des hyperplasies de l'endomètre, c'est pour ça qu'on a l'expression de pathologie au niveau du sein. Alors, donc pour revenir à l'étinylostradiol, donc c'est pour l'intituler, c'est les effets secondaires, vous l'aurez compris. C'est un très puissant œstrogène, il est à métabolisme hépatique. Du fait qu'il augmente les acides biliaires au niveau de la bile, c'est un facteur de cholestase, il faut le savoir. Il est diabétogène parce qu'il entraîne un hyperinsulinisme, donc il favorise l'éclosion d'un diabète. Il agit sur le système rénine-angiotensine. Il augmente l'angiotensine, peut être à l'origine d'une hypertension artérielle. Il perturbe le métabolisme lipidique et, surtout, il faut bien l'enregistrer,
il modifie la coagulation, d'accord, en entraînant une hyperagrégabilité plaquettaire, en entraînant certains facteurs de la coagulation, donc il augmente le risque de thrombose. Alors, pour le problème de thrombose, hein, c'est d'abord le pendant, la conséquence de l'utinyle-estradiol, qui est dose dépendant. Ces effets secondaires vont s'amender, voire s'atténuer avec la diminution de la teneur en pilule de l'utinyle-estradiol. Les progestatifs. Les progestatifs, on l'a dit, ils ont une action d'atrophie de l'endomètre. Donc, atrophie de l'endomètre, ils abaissent l'abondance des règles. C'est pour ça que c'est utilisé dans les problèmes gynécologiques d'hypertrophie, hyperplasie mammaire. Ils peuvent augmenter la rétention hydrosodée, sinon les autres effets secondaires, tels que la perturbation du lipidogramme, l'insulinorésistance, la prise de poids et l'acné, ce sont les conséquences des progestatifs de première génération qui ne rentrent plus dans la composition des pilules qui sont mises sur le marché actuellement. Alors maintenant, on va passer aux effets secondaires. Alors les effets secondaires se déclinent sous deux chapitres. Vous avez les effets secondaires mineurs qui sont source d'inconfort pour la patiente, mais bien sûr, dont il faut tenir compte et il faut changer parfois la prescription. N'impose pas l'arrêt de la pilule, un changement de produit. Vous avez la prise de poids, il faut essayer de diminuer une pilule qui est moins dosée en éthinoestradiol ou un progestatif non androgénique. Vous avez aussi des patientes qui se plaignent de nausées, c'est dû à l'éthinoestradiol. Donc toujours essayer de baisser la teneur, donc changer une pilule qui sera moins dosée en éthinoestradiol. Vous avez les mastodinies qui signent un équilibre, un mauvais équilibre œstroprogestatif. Il faut prendre un progestatif avec une action progestative importante. Donc, vous avez des progestatifs qui ont une action anti-œstrogénique, qui vont imprégner un climat progestatif. Vous avez des pilules deuxième et troisième génération qui sont assez bonnes dans ce répertoire. Vous avez l'acné aussi, vous avez des pilules, donc il faut prescrire des pilules non androgéniques, la Diane ou des progestatifs troisième génération. Vous avez aussi les troubles du cycle. Quand vous avez des ménorragies, elles sont rares, il faut diminuer l'éthinoestradiol parce qu'on pense que c'est l'hypertrophie de l'endomètre sous l'impulsion de l'éthinoestradiol. Soit il faut baisser l'éthinoestradiol, soit prendre une pilule avec un climat progestatif. Et puis le spotting c'est quoi? C'est les saignements pendant tout le cycle qui embêtent énormément la patiente. Donc c'est dû à l'atrophie de l'endomètre. Il faut augmenter le dosage ou voir une pilule biotriphasique. Allez-y. Alors les accidents thromboemboliques veineux. Alors, les accidents thromboemboliques veineux, c'est des accidents qui sont rares mais qui sont spectaculaires. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que les derniers temps, la chronique, ça a défrayé la chronique et ça a été une source d'une grande polémique, donc véhiculée par le système audiovisuel français, qui rapporte des accidents vasculaires, type d'accidents vasculaires, ou donc chez des femmes jeunes. En fait, c'est des accidents qui existent, à type de phlébite d'embolie pulmonaire. Ils sont rares mais graves. Alors, ils surviennent volontiers la première année d'utilisation. Très bien. C'est-à-dire que le pic d'avènement de cet accident survient la première année. Il y a des prédispositions. Alors, la thrombophilie acquise ou congénitale. Et puis, il y a des facteurs de risque, l'immobilisation, la chirurgie pelvienne. Vous avez les accidents artériels, rares chez les sujets jeunes, donc à type d'AVC, plus fréquents après 35 ans, à type d'infarctus du myocarde et d'AVC. Vous avez des facteurs de risque vasculaire associés qu'il faut savoir dépister. Vous avez les antécédents familiaux. Vous avez le tabac, l'HTA, l'hyperlipidémie, diabète et obésité. Donc, pilule et cancer. Donc, le cancer du sein, il est hormonodépendant. Il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer. C'est très important chez les utilisatrices de cancer. Mais il faut savoir que l'éthinoestradiol, quand vous le donnez, ce n'est pas un effet induit. C'est un effet promoteur, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a pris de la pilule qu'on fait un cancer. Mais s'il y a un cancer, vous prenez de la pilule, il va s'exprimer un peu plus vite, qu'on s'entende bien. La crainte d'un cancer du sein ne doit pas empêcher les patients de prendre une pilule œstroprogestative. Le cancer du col, il est non hormonodépendant. Le cancer du corps utérin, il est hormonodépendant. Et le risque est augmenté si la pilule elle est séquentielle. Mais quand vous prenez une pilule donc combinée œstroprogestative bien équilibrée, il a un effet protecteur. Il a un effet protecteur, la pilule a un effet protecteur aussi sur l'ovaire et sur le côlon.
Alors, là, je vais déboucher sur les contre-indications. Donc, grosso modo, je vais reprendre ce que j'ai dit. Les maladies œstrogénodépendantes, vous avez le cancer du sein, le cancer de l'endomètre, etc. Vous avez certaines connectivites, telles que le lupus érythématodisséminé, qui, on peut déclencher avec la prise de pilule une crise de connectivite. Et vous avez les tumeurs hypophysaires, vous avez les microadénomes qui vont s'exprimer si on prend des œstrogènes. Vous avez les affections hépatiques sévères ou récentes du fait que la pilule elle a un métabolisme hépatique, et vous avez les risques vasculaires, donc les antécédents thrombose veineuse ou artérielle, pathologie oculaire d'origine vasculaire, les thrombophilies acquises ou congénitales, les cardiopathies thrombogènes, les facteurs de risque vasculaire, le tabac, l'âge supérieur à 40 ans, l'HTA, obésité, diabète, hyperlipidémie. L'association des facteurs de risque est très délétère.